Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète du trailer de Stranger Things 5, la saison finale tant attendue. Saison qui va venir clore une série légendaire. Aujourd'hui encore, vous l'aurez donc compris, on va aller décortiquer chaque image ensemble, mais aussi faire des rappels de l'histoire, théoriser quelque peu et vous apporter toutes les infos que l'on peut en tirer. Prêt pour cette ultime aventure à Hawkins? Préparez vos vélos, sortez vos talkies, c'est parti pour une dernière plongée dans l'Upside Down. La saison 5 de Stranger Things sera la dernière, marquant la fin d'une saga qui a débuté en 2016. Le 16 juillet dernier, Netflix a dévoilé un trailer explosif de 2 minutes 30 lors du To Doom 2025 et a confirmé un calendrier de diffusion inhabituel, en 3 parties cette fois. Volume 1 avec l'épisode 1 à 4, qui sortira le 26 novembre 2025, la veille de Thanksgiving. Volume 2, épisode 5 à 7, qui sortira le 25 décembre 2025, pile poil pour Noël. Et le volume 3, soit l'épisode final, qui sortira le 31 décembre 2025 pour le Nouvel An. On connaît d'ailleurs les titres de ces épisodes que voici. Épisode 1, Mission de secours. Épisode 2, La disparition de. Épisode 3, Le piège. Épisode 4, Sorcellerie. Épisode 5, Plan de choc. Épisode 6, S'échapper de Camazotz. Épisode 7, Le pont. Et épisode 8, Le monde à l'endroit. Cette diffusion échelonnée en 3 vagues est une stratégie audacieuse de Netflix pour maximiser l'engouement autour de la série, similaire à ce qu'on a vu avec Game of Thrones, The Witcher ou encore Breaking Bad. La saison comptera 8 épisodes, chacun dépassant largement l'heure et demie, avec un final décrit comme massif par les frères Duffer, atteignant probablement les 2 heures, 2 heures et demie. Le tournage s'est déroulé sur une année entière, avec les ambitions d'un film donc. Cette saison s'annonce comme un marathon émotionnel. David Harbour, l'interprète de Jim Hooper, a même qualifié cet épisode final de monumental, meilleur épisode qu'il n'ait jamais fait, ajoutant que l'équipe était en larmes lors de la lecture du script. Millie Bobby Brown, l'interprète de Eleven, a même dit, je cite, que c'est « la fin qu'on mérite ». Bon, si vous voulez mon avis, on ferait mieux de préparer les mouchoirs. L'histoire se déroule en automne 1987, soit 1 an après les événements de la saison 4. Hawkins est en ruine, sous quarantaine militaire, marquée par les failles ouvertes par Vecna. Le trailer montre une ville dévastée, avec des immeubles effondrés et un ciel rouge sang menaçant, signe que l'Upside Down envahit le monde réel. L'intrigue centrale suit Eleven, traquée par le gouvernement, tandis que l'anniversaire de la disparition de Will ravive une terreur familière, qui promet un retour aux origines. La fine équipe doit encore une fois unir ses forces, afin de localiser et détruire Vecna, toujours en vie malgré sa défaite apparente dans la saison 4, et qui reste donc une menace apocalyptique. Le trailer, sur fond de Child in Time de Deep Purple, promet une bataille épique, sanglante et émotionnelle. Vous l'aurez compris donc, au niveau du casting, le noyau dur revient. Tous les acteurs principaux seront présents. Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Eaton, Joy Carey ou encore Maya Hawke. Avec une nouvelle venue de taille, Linda Hamilton, connue pour son rôle emblématique de Sarah Connor dans Terminator, rien que ça. Ici, elle jouera un rôle très mystérieux lié aux forces spéciales ou militaires et elle incarnera une certaine Dr. Kay. En tout cas, son rôle est en lien avec la quarantaine de Hawkins, c'est certain. Concernant la production, vous le savez, le tournage a été retardé par les grèves des scénaristes et acteurs en 2023 et a débuté en janvier 2024. Elle s'est ainsi achevée en décembre 2024, soit 1 an après. Avec un budget estimé à 30 millions de dollars par épisode, comme dans la saison 4, la saison 5 vise une qualité cinématographique remarquable. Les frères Duffer, Matt et Ross, réalisateurs et showrunners de la série, sont épaulés cette fois par Sean Levy, qui a travaillé sur Free Guy, Deadpool ou encore Wolverine, et qui est également producteur exécutif ici. Et ils ont fait appel également à l'expérimenté Frank Darabont, à la réal sur 2 épisodes, qui a notamment travaillé sur Les Évadés et The Walking Dead. Darabont, fan de la série, a d'ailleurs promis un retour à l'intimité des débuts, tout en amplifiant l'échelle épique, promettant une saison ambitieuse, qualifiée de 8 blockbusters. 8 épisodes de taille donc. Et maintenant, passons à l'analyse du trailer, plan par plan. Le trailer de 2 minutes 30 est un concentré d'émotion et d'action, sur fond de Child in Time de Deep Purple, un son qui date de 1970. Un choix musical très intéressant, car ce morceau évoque la guerre froide. On est dans le ton.
Et ici, on a le droit à un patchwork d'images mises bout en bout sans réelle concordance chronologique, afin de brouiller les pistes évidemment. Mais tentant de voir ce que nous pouvons tirer de cette substance, ma foi, fort intéressante. Premier plan, on retrouve Steve affairé. On retrouve sa bonne humeur malgré le fait que ce soit l'énorme catastrophe à l'arrière. Enfin, on imagine. Ce personnage est l'un des plus intéressants scénaristiquement selon moi. Son évolution a été incroyable tout au long de la série. C'est clairement mon chouchou. J'espère ici qu'ils ne vont pas le tuer. Il tente d'ouvrir une valve et on se rend compte qu'en bougeant cette fameuse valve, il va venir rétablir les ondes, ou plutôt amplifier son antenne, montant, comme vous pourrez le voir plus tard dans le trailer, à plus de 100 décibels, sûrement pour envoyer une sorte de signal. Et en effet, au vu du matériel autour de lui, on comprend qu'il tente d'émettre un signal radio. Il est présentement à l'intérieur d'un camion qui se trouve face à une sorte de station radio où il est inscrit 500 000 watts sur la devanture, ce qui est plutôt énorme. Et on comprend dans le plan d'après que la valve était donc bien reliée à une antenne radio afin d'émettre. Quand on fait les recherches sur internet, WSQK, c'est bien une station de radio, fictive, certes, et propre à l'univers de Stranger Things. Elle a carrément sa page Twitter. J'ai l'impression, à en voir le trailer, que c'est un peu le QG de l'équipe. On les voit sortir d'ici à vélo, posés devant une radio à l'intérieur. Je pense que pour y avoir accès ainsi, c'est que certains membres de l'équipe doivent y travailler. D'ailleurs, plus tard dans le trailer, on voit Dustin avec un t-shirt de la station radio WSQK. Donc certainement que Dustin y travaille. Cet endroit, on imagine, servira certainement aussi de lieu où Eleven pourra se cacher, car, je vous le rappelle, elle est traquée par l'armée. Et effectivement, l'endroit a l'air assez isolé. Je me demande si cet endroit ne leur servirait pas pour émettre une station radio pirate aussi, afin de prévenir plus largement la population de Hawkins, ou bien d'intercepter des communications militaires. Comme on avait avec Dustin dans la saison 3, les prémices, où on le voyait totalement passionné par le fait d'émettre une fréquence et de pouvoir discuter à distance grâce à cela. Rappelons que c'est grâce à ses capacités qu'il interceptera le code russe dans la saison 3, donc c'est pas si déconnant que ça. Également, rappelez-vous en saison 1, afin de retrouver Will, Eleven avait besoin de ce petit poste de radio de l'école. Je pense que cette station de radio ici vont peut-être également les aider afin de localiser Vecna, qui sait. Peut-être que tous ces watts vont leur permettre d'émettre leur message très largement ou d'utiliser cette force pour tuer Vecna et refermer une bonne fois pour toutes tous les portails menant à l'Upside Down. Et on le rappelle aussi, la musique tient une place primordiale ici. On le voit notamment à la fin de la saison 4. Donc peut-être que cette tour radio va permettre de réaliser une sorte de bouclier sonore contre les attaques de Vecna. Il y a beaucoup de théories possibles d'ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On voit ensuite le camion partir. Et Steve est suivi de ses camarades à vélo, pour pas changer, Mike Wheeler et Lucas Sinclair. Le fait de revoir la team sur des vélos comme ça en mission, tout de suite on replonge dans l'ambiance propre à la série, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça m'avait manqué. Une autre partie de la team semble être restée sur place, notamment Nancy, Robin, Eleven et Will. Ils les attendent, ont l'air quelque peu angoissés et se trouvent face à Joyce Byers, la mère de Will, qui attend des nouvelles de l'équipe, qui sont partis sur le terrain. Elle a l'air extrêmement inquiète, dans l'expectative. Ils sont en train d'attendre quelque chose. Le résultat de leur expérience avec tous ces watts réunis, certainement. Est-ce que leur plan va marcher? Ce qui nous semble encore une fois très familier. Toute l'équipe est dans l'attente. Une voix à la radio, certainement celle de Mike, commence un compte à rebours. Burn commencing in 5, 4, 3. Burn? Une brûlure? Donc ici, à l'aide des watts, ils tentent de brûler Vecna? Ou peut-être d'allumer une sorte de feu afin d'attirer Vecna? On peut voir la crainte et l'attente dans les yeux de Nancy, de Robin, puis Will et Eleven vont échanger un regard également inquiet. Lucas en solo est sur le terrain, lui, et observe aux jumelles. Il est donc situé un peu plus loin certainement que Mike et Steve. On a le droit également à un plan sur un dortoir de fortune rempli d'enfants. Un dortoir utilisé certainement en guise de bunker afin de les mettre en sécurité. Les lumières vont alors vaciller à l'intérieur. Ce qui laisse comprendre qu'il y a de l'électricité dans l'air, si vous voyez ce que je veux dire. On a d'ailleurs un plan sur un enfant nous rappelant étrangement Will, lors de la saison 1, possédant la même coupe de cheveux, la même petite tête juvénile, et la veste rouge qu'il porte rappelant le gilet rouge sans manches de ce dernier. C'est clairement un clin d'œil ici, qui annonce une forme de retour aux sources. Et vous allez voir, il y a pas mal de clins d'œil comme ça, un peu back to roots, dans ce trailer.
Et ça fait plaisir parce qu'à mon avis, c'est pas pour rien qu'on a ces clins d'œil ici. C'est clairement pour nous montrer qu'on va retourner à quelque chose de plus intimiste à côté de ce côté très grandiose, comme je vous le disais précédemment. Ça va être très 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 cool. On aura droit à un plan sur Jim Hopper, toujours de la partie qui semble attendre le résultat de ce fameux compte à rebours. Le temps s'étend, la panique de plus en plus forte à mesure que le compte à rebours avance. Puis on découvre un plan de Will qui va venir se toucher la nuque. Et ça, quand tu connais la série, tu sais que c'est très mauvais signe. Un grand danger les menace. Et Will, qui n'aurait jamais perdu son lien avec l'Upside Down, semble de nouveau être en connexion avec le flagelleur mental. Il sent que quelque chose approche. Et cette scène a clairement un goût de déjà-vu, évidemment. On a ensuite des plans de Will, Dustin et Lucas sur leur vélo, arpentant des routes occupées uniquement par des camions de l'armée. D'ailleurs, dans le ciel, des hélicoptères de l'armée survolent la ville également. Ville que l'on redécouvre, totalement assiégée, parquée. L'armée est omniprésente. On comprend ici que la ville est bel et bien en quarantaine, donc dirigée par l'armée et la loi martiale. Soit ce qui n'arrive que dans de très rares cas, car effectivement l'instauration de cet état juridique dit d'exception est proclamée lors d'une crise profonde au sein d'un État, dans le cas d'un coup d'État, d'une guerre civile ou de tout autre type de situation exceptionnelle de ce type. Et ça se traduit généralement par la suspension totale ou partielle des libertés fondamentales des citoyens, notamment celle de se rassembler, de manifester. Bon, en général, c'est pas bon signe, quoi. On a ensuite un plan de la tombe d'Edward Munson, profanée, sur laquelle il est inscrit « Brûle en enfer ». Ce qui illustre le fait que la population d'Hawkins ne porte toujours pas Eddie dans leur cœur, et pire encore, que tout ce qui arrive, c'est de sa faute, notamment la mort de Chrissy. Eddie qui n'était autre que le leader du Hellfire Club, le club Donjons et Dragons officiel du lycée d'Hawkins. Un personnage qui nous avait été introduit en 4e saison, et qui avait déjà gagné nos cœurs à coups de riffs de guitare électrique, mais qui mourra honorablement, tragiquement, en héros en fin de saison. Donc on comprend ici que peut-être on va avoir des signes de lui, dans l'Upside Down. Qui sait? En tout cas, les fans espèrent grandement le revoir. Joseph Quinn, l'acteur lui-même, a exprimé son envie de revenir. De plus, dans l'univers de Donjons et Dragons, il faut savoir que Vecna a un allié. Il s'appelle Cass le vampire. Peut-être qu'ici reviendra-t-il sous ses traits? En tout cas, le personnage de Cass le vampire a déjà été mentionné en saison 4, donc peut-être que c'était un moyen déguisé d'annoncer aux fans ce qui se passerait plus tard, une forme de foreshadowing. Puis rappelez-vous, Eddie possède des tatouages de chauve-souris avec un marionnettiste qui manœuvre sa propre marionnette sur son bras droit. Bras droit, comme Cass le vampire, le bras droit de Vecna. Et je vais encore aller plus loin. Dans l'épisode 6, appelé Escape from Camazotz de cette saison 5, donc s'échapper de Camazotz, Camazotz, ça fait référence à une entité de la culture maya, une sorte de dieu chauve-souris, qui est associé à la nuit, à la mort et au sacrifice. Or, Eddie, vous le savez, s'est sacrifié durant la nuit. Et enfin, Eddie rendra l'âme après avoir joué Master of Puppets de Metallica. Traduit, cela donne « le maître des pantins », ce qui illustrerait encore une fois que Vecna ici pourrait contrôler Eddie en saison 5. Il y a beaucoup de parallèles possibles ici en tout cas. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tout ça ait été mis sous nos yeux de façon innocente. Face à sa tombe, Dustin, venu se recueillir, qui porte d'ailleurs le t-shirt du Hellfire Club en hommage. Puis on entend « Après tout ce qu'on a traversé ». Donc sous-entendu, après toutes les personnes qu'ils ont perdues, qui ont dépéri. D'ailleurs, la dernière fois dans la série qu'on a vu quelqu'un face à une tombe, c'était Max, face à celle de son frère en saison 4. Plan d'après, on découvre Lucas au chevet de Max d'ailleurs, qui semble encore bien mal en point. Au-dessus de son lit, on retrouve un dessin que Max lui a dessiné en saison 4, d'elle et lui, au cinéma. Il va alors lui prendre la main, comme pour lui dire « Je ne vais pas te lâcher, je suis là et je t'attends, je te protégerai ». Une larme coule sur le visage de Lucas. Ces scènes illustrant tout ce qu'ils ont pu subir cet été de 1983 tragique, où tout a basculé pour eux. On peut ensuite observer 2 personnes en scaphandre et lance-flammes, puis un plan de Jim et Joyce se donnant la main. Ils ont bien vieilli et ont l'air épuisés de se battre. On retrouve ensuite un plan d'ensemble avec Dustin, Steve, Jonathan et Nancy face au laboratoire Dawkins, laboratoire où il y a eu toutes les expériences sur Eleven et ses pauvres enfants cobayes.
Mais ils semblent se trouver présentement dans l'Upside Down. Ils sont certainement ici en quête de réponses, d'aide, ou peut-être afin de retrouver le tout premier portail ouvert avec l'Upside Down. Des éclairs rouges éclatent dans le ciel ténébreux, appuyant sur la menace qui se profile. Et le plan d'après est juste incroyable, bourré de nostalgie également. Ce plan nous montre le noyau dur de la team, Dustin, Lucas, Will et Mike, qui joignent leurs mains ensemble. En dessous de leurs mains, un plan avec de petits objets, donjons et dragons, des pions, répartis un peu partout, leur permettant certainement d'établir leur stratégie. Sauf qu'ici, on n'est pas dans un jeu, on est clairement dans le réel, et leur vie est devenue une partie géante de donjons et dragons. On fait alors un bond dans nos souvenirs, et ce premier épisode où on les voyait jouer à Donjons et Dragons innocemment tous ensemble, lorsque l'insouciance était encore de la partie, quelques minutes avant l'événement qui viendra changer leur vie à tout jamais. Je trouve que le parallèle ici est très fort. Cette équipe est brutalement passée de l'enfance à l'âge adulte, connaissant des responsabilités que peu de personnes ont connues dans leur vie, dealant avec des monstres d'un autre monde. Mais malgré tout, ils gardent leur âme d'enfant. Le fait de venir joindre leurs mains ainsi montre que malgré leur évolution, ils n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes, même si brisés de l'intérieur, même si traumatisés par rapport à tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Ce qui est également leur plus grande force. Et la voix continue. Cela nous lie ensemble. Et effectivement, ces malheurs ont lié leur destin, pour toujours. Le plan d'après nous dévoile ensuite Mike et Eleven, plus proches que jamais. Eleven pose sa main sur la joue de Mike. Ils ont l'air tristes mais bien décidés à en finir avec tout ça. Eleven est ici en tenue de plongée, et derrière eux on trouve un réservoir de privation sensorielle de fortune, et le sac de sel juste à côté. Le message est sans équivoque. On comprend alors qu'elle va devoir réutiliser ses pouvoirs et certainement se replonger dans l'eau. Puis on découvre un plan de Jonathan et Nancy. Jonathan qui va terminer sa phrase « Cela nous lie ensemble » en disant « Pour toujours ». Nancy est pétrifiée. Les deux ont bien vieilli également. Ils ont comme pris un sacré coup dans la gueule, ce qui est tout à fait logique au vu des circonstances. On retrouve Eleven qui va se protéger le visage avec un bandana. Elle semble se trouver dans l'Upside Down. Et scène d'après, on est clairement dans l'Upside Down. Une personne va se mettre à sauter. Une personne qui semble avoir les mêmes vêtements que Will portait la première fois qu'on l'a connu. Un démogorgon tente de l'attraper. Et là, un sacré pressentiment me traverse. Est-ce que le véritable Will est en réalité enfermé dans l'Upside Down depuis toutes ces années et n'en serait jamais sorti ? Cela rejoint une théorie qui revient pas mal dans la communauté des fans, qui suggère que le vrai Will serait mort dans l'Upside Down dès la saison 1, remplacé par une entité, ou bien manipulé par Vecna. Cette hypothèse divise, car elle rendrait l'arc de Will tragique, mais elle est renforcée par les indices visuels du trailer. Rappelons que le titre de la musique utilisée ici, c'est Child in Time, donc enfant dans le temps. Ce qui pourrait renforcer cette idée, cette théorie, que Will est peut-être figé dans le temps, depuis la saison 1. Puis on découvre une toute première image sur Linda Hamilton, l'actrice de Terminator, iconique. Elle débarque, elle et son équipe de terrain, dans ce qui semble être le laboratoire. A-t-elle un lien avec Brenner ? Puis on passe à un plan sur Dustin, qui a l'air d'avoir subi de sacrés coups au visage. On peut donc ici se demander ce qui s'est passé. Puis on comprendra via un autre plan que Lucas a dû mettre à l'abri Max, qui semble toujours être endormi. Peut-être tente-t-il de l'extraire de l'hôpital où ils ne sont plus en sécurité. Ici, ils sont poursuivis par des démo-chiens. On voit ensuite des militaires à l'assaut, certainement essayant de liquider des monstres de l'Upside Down. Vecna ? En tout cas, le doute est mis ici parce que la scène d'après, on a l'impression qu'ils tirent sur Jim Hooper et Eleven, afin de mettre certainement la main sur elle. Mais encore une fois, il n'y a pas de chronologie dans les scènes ici, donc cela peut très bien être tout autre chose, et d'ailleurs, dans le trailer plus tard, on verra que le plan concorde avec un tout autre plan, vous allez voir. Ici, les plans vont s'accélérer de plus en plus vite, n'ayant plus aucun sens chronologique encore une fois, expressément pour nous perdre et ne pas trop nous en dévoiler quant à la tournure des événements. Ensuite, on va avoir un plan de Steve au volant de sa fourgonnette, avec Jonathan, Dustin et Nancy à l'intérieur, fonçant droit dans ce qui a l'air d'être l'Upside Down. Peut-être une image qui se situe quelques instants avant le visuel 2 face au laboratoire ?
On retrouve ensuite Joyce qui se prépare à affronter un Démogorgon avec sa fameuse hache, qui fait un rappel de la saison 1 encore une fois, avec Joyce et sa hache cloîtrée chez elle, rappelez-vous. Encore un sentiment de retour aux sources. Will perd ensuite connaissance dans un autre plan, nous laissant clairement comprendre qu'il est dépossédé de lui-même, encore une fois. Nancy va alors tirer aux pompes, elle se trouve à côté de Jonathan. Tire-t-elle sur un Démogorgon elle aussi? D'ailleurs un autre Démogorgon, ou le même, va sauter sur le toit d'un camion. Et j'ai l'impression qu'avec ce camion, on essaye de l'attirer quelque part. Puis on a un plan de coupe d'une baignoire, une bassine d'eau, avec à l'intérieur la mère de Mike et sa petite sœur, Holly. On dirait qu'elles sont plongées dans l'eau, comme pour se camoufler et ne pas être détectables par les monstres. J'ai hâte d'avoir les tenants et les aboutissants de cette scène très spéciale, mais j'ai bien l'impression que Holly aura une place très importante durant cette saison. Robin va lever les yeux au ciel et on entend « Peu importe où ce sang nous mènera ». Et le montage nous laisse croire qu'elle lève les yeux vers la tour radio, potentiellement. Le flageoleur mental sera bel et bien de retour évidemment, et on le retrouve tout en haut de cette fameuse tour radio. Il entoure cette dernière. On retrouve également un plan des mains de Nancy, ensanglantées. Mais à qui appartient tout ce sang? Et va s'en suivre un autre plan d'elle qui pleure à chaudes larmes. Est-ce le présage d'une perte lourde? On peut se demander légitimement qui vient de passer l'arme à gauche. On peut ensuite observer Dustin, qui pleure également, dans les bras de Steve, qui nous laisse comprendre encore une fois qu'on a certainement perdu quelqu'un ici. Et si on recoupe tous les plans ensemble, on fait vite le calcul. On comprend que comme d'habitude, la team va se scinder en équipe, et celle de Nancy compte Dustin, Steve, mais aussi Jonathan. Serait-ce Jonathan que Nancy et Dustin pleurent? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Will va ensuite perdre le contrôle de lui-même et fermer les yeux, 2 secondes après que l'on ait vu le flageoleur mental à l'écran. Tiens, si c'est pas une énorme coïncidence ça? On retrouve ensuite Eleven, toujours avec son bandana autour du cou et Jim Hooper à ses côtés, arme à feu pointée droit vers nous. Hooper va lui dire « Let's end this, kid. Finissons-en avec tout ça. » Puis Eleven va alors s'immerger totalement encore une fois dans l'eau. La lumière va s'éteindre pour faire comprendre qu'elle rentre alors en connexion. Beaucoup spéculent qu'Eleven pourrait se sacrifier pour fermer les failles et vaincre Vecna, une fois pour toutes, vu son rôle central et la traque du gouvernement. Millie Bobby Brown a parlé d'un tournage chargé en émotions. Et le trailer montre Eleven en fuite, mais plus puissante que jamais. Certains pensent qu'elle pourrait échanger sa vie pour sauver Hawkins, comme un écho à son possible échange avec Will dans la saison 1. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans le plan qui suit, Jim Hooper va dégoupiller des grenades et les balancer dans leur dos afin de se protéger lui et Eleven de 2 soldats de l'armée. Et voilà le plan qui concorde réellement avec la scène qu'on a vue précédemment. C'est celui-ci. On comprend plan d'après qu'ils étaient cachés derrière un immense panneau d'affichage où il est inscrit « Turnbow ». Or, pour rappel, l'épisode 3 de la saison s'appelle « The Turnbow Trap », le piège Turnbow. Il y a certainement ici un indice, un rappel. On peut ensuite apercevoir Will hurler. Il est pris dans les griffes de Vecna. Puis on a un autre plan sur la sœur de Mike, Holly Wheeler, qui semble bien effrayée. Ensuite, un plan de Lucas, au sol, lui aussi bien effrayé, puis un plan sur sa sœur, Erika, seringue à la main, prête à en découdre. Et encore une fois, Holly Wheeler, je me demande si elle va pas disparaître. D'où le titre de l'épisode 2, la disparition de... on ne sait pas. Mais à mon sens, c'est certainement la disparition de Holly Wheeler. Eleven va alors s'élancer et voler dans les airs, survolant le bus de la saison 1 et débloquant un nouveau pouvoir qu'on ne connaissait pas encore. Plus puissante que jamais, on vous l'a dit. On aperçoit ensuite Joyce, puis Mike, yeux écarquillés, qui se trouve dans la zone de quarantaine de la ville. Qu'est-il en train de se passer? Plan suivant, Vecna arrive, sa silhouette tranchant une sorte de membrane de chair organique. Et l'équipement radio de Steve annonce 102 décibels. Ça y est. La puissance maximale est atteinte. Puis on entend Vecna dire enfin « Je t'ai trouvé ». On comprend clairement ici dans ce trailer que la fine équipe va repartir en mission tous ensemble, afin d'affronter Vecna certainement, et fermer définitivement les portails et mettre un terme à cet enfer qui s'ouvre sur la Terre, et prenant possession de Hawkins et de la planète de plus en plus.
Et petite info intéressante également avant de conclure, rappelez-vous de Sarah, la fille de Hopper. Eh bien selon Night Edge Media, la production aurait cherché une nouvelle actrice pour jouer Sarah, la fille décédée de Hooper. Son retour, peut-être en flashback ou comme vision de l'Upside Down, pourrait explorer le passé de Hooper et sa connexion à Eleven. Cela ajouterait une couche émotionnelle à son arc. Bien que la saison 5 marque la fin de l'histoire principale, l'univers Stranger Things ne s'arrête pas là. Netflix a confirmé une série animée dans le style de Saturday Morning Cartoons. Mais également, il existe une pièce de théâtre, The First Shadow, déjà jouée à Londres, qui explore les origines de Vecna et du laboratoire de Hawkins. Et il y a également un possible spin-off qui est en discussion, peut-être au Japon, centré sur un nouveau lieu. Néanmoins, les frères Duffer ont assuré que l'arc du laboratoire de l'Upside Down et des héros actuels se terminera, mais des personnages comme Dustin ou Robin pourraient apparaître dans des projets annexes, afin d'explorer d'autres facettes de cet univers. David Harbour a teasé une passation de relais narrative, sans préciser à qui. Cette saison 5 s'annonce comme un bouquet final épique, émotionnel et terrifiant. Entre les indices du trailer, les spéculations des fans et les promesses des créateurs, on s'attend à une conclusion qui marquera l'histoire des séries. Et vous, quelles sont vos théories? Qui va survivre? Qui mourra? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous en souhaitez d'autres. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très vite de l'autre côté et à la prochaine. Bye!